C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Des agriculteurs en proie à une colère ancienne, car l'histoire française ancienne comme récente, est parsemée de révoltes paysannes. Aujourd'hui, trop de normes, trop de paperasse, trop de contraintes imposées par les écologistes européens. Accusés de tenir aux pattes les agriculteurs sans compter le prix de l'énergie et de la fiscalité. Une communauté agricole regardée avec indulgence par les Français, même lorsqu'ils commettent des violences ou des blocages. Gabriel Attal commence donc sur les chapeaux de roue avec un sujet explosif et avec un rassemblement national qui est à la manœuvre en tentant de récupérer les fruits de la colère. Le gouvernement trouve systématiquement sur son chemin le jeune président Jordan Bardella, toujours prompt à surenchérir, sans doute parce qu'il se donne déjà au Rassemblement national. Il se donne vainqueur en 2027, comme si la peau de l'ours avait été déjà vendue. On en parle avec Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour à vous. Bonsoir Rosine. Catherine Tricot, bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Regard. Merci à vous d'être là. Et Renaud Dely, bonsoir. Bonsoir Rosine. Vous êtes éditorialiste à France Info, spécialiste de l'extrême droite et vous venez de publier L'Assiégé dans la tête de Dominique Vénère, le gourou caché de l'extrême droite, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. On va en parler dans cette émission, bien sûr. Mais surtout, on va parler, puisque ça vient de tomber à l'instant, donc le Conseil constitutionnel qui a largement retoqué, censuré le projet de loi immigration du gouvernement. J'ai envie de dire, pas vraiment de surprise. 32 articles sont jugés sans lien suffisant avec le texte, dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales, au regroupement familial ou à l'instauration d'une caution retour pour les étudiants étrangers. Donc 3 articles sont censurés partiellement ou totalement sur le fond, dont l'instauration des quotas migratoires fixés par le Parlement. Peut-être on va faire un tour de table rapide sur cette décision. Ce n'est pas une surprise en vérité, Jean-Marie. Surprise, mais quand ça se produit, ça provoque un choc évidemment. Le choc, il est pour la droite, et principalement parce qu'il semble que ce qui a été annulé, partiellement ou totalement, ça venait principalement des travaux du Sénat notamment, des équipes de la présidence du Sénat, donc LR, qui ont ajouté cela au moment où s'est réunie la commission mixte paritaire. En revanche, l'armature du texte du gouvernement est intacte et le gouvernement, lui, s'était concentré sur la facilité des expulsions, les rendre plus rapides notamment. Donc il y a pour le gouvernement une sorte de satisfecit, puisque ce à quoi il tenait le plus est maintenu, et pour l'opposition, notamment pour LR, qui s'était prêté à cette négociation au prix de concessions très fortes donc, de la part du gouvernement, il y a évidemment une défaite en race campagne qui était prévisible, en effet celle-ci. Après, c'est évidemment de nature à relancer l'ensemble du débat politique sur la question. Jusqu'à présent, on pouvait considérer que la question de l'immigration serait derrière nous, derrière le gouvernement d'ailleurs, mais non, ça va revenir de plein pied dans la polémique d'ailleurs. Bon, alors concrètement, le texte, Bruno, va être promulgué, mais amputé de ces 32 articles. Oui, et notamment. Et on a envie de dire tout ça pour ça. Et notamment celle que le président de la République avait pointée lors de son intervention à la télévision, c'est-à-dire la caution pour les étudiants étrangers, puisque là, il avait vraiment montré au Conseil constitutionnel ce qu'il voulait voir censuré, même s'il avait fait il avait déposé un recours sans fixer un large, en tous les cas. Je ne sais pas si ça arrange le gouvernement, parce que forcément la droite va remonter au créneau pour avoir peut-être remettre en discussion un texte sur l'immigration. Gabriel Attal répondra peut-être dans sa déclaration de politique générale mardi sur ce point-là, puisque finalement le sujet n'aura pas été totalement réformé. Alors c'est vrai que sous réserve d'inventaire, ce qui est retoqué, c'est plutôt ce que la droite a ajouté. On voit une fois de plus quand même que je trouve que les sages vont toujours un peu plus loin, peut-être, notamment sur la notion de quotas. Donc en France, on ne pourrait pas instaurer des quotas. Il faut voir exactement comment c'est formulé. Hein. Ça, c'est une forte demande de la droite. Ce n'était pas aussi dans le texte initial. J'allais dire...
sentiment mitigé, un peu entre les deux. Parce que je ne suis pas sûr que pour Emmanuel Macron, ce soit forcément une si bonne nouvelle que ça. On pouvait en finir un peu avec quelque chose qui aurait pu au moins mettre d'accord une partie de la droite et une partie de la majorité. Là, à l'arrivée, peut-être qu'il va devoir remettre l'ouvrage sur le métier. On verra la décision qui sera prise par Emmanuel Macron. Renaud, mais personne n'a intérêt à remettre sur les fonds baptismaux cette loi qui a quand même tiraillé l'ensemble de la classe politique. Sûrement pas Emmanuel Macron, effectivement. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, le gouvernement, rouvre ce débat qui a considérablement d'ailleurs fragilisé, fracturé la majorité. Donc si j'ose dire d'un point de vue politicien très cynique, le coup est bien joué pour Emmanuel Macron, l'exécutif et le gouvernement, puisqu'à l'arrivée, les sages valident finalement ce qui effectivement était pour l'essentiel le projet de loi initial du gouvernement. Et il a un peu piégé la droite, puisque en fait ce projet de loi a été adopté grâce au ralliement de la droite, qui a donc finalement validé ce projet de loi initial, et qui en revanche a vu effectivement la quasi-intégralité de ses ajouts législatifs à elle, venant de LR, retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est d'un point de vue politicien cynique. En la matière, c'est vrai que c'était assez inédit, assez baroque de voir le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur lui-même, dire qu'ils approuvaient le fait que ce texte ait été voté par la majorité, tout en considérant qu'il était largement inconstitutionnel, ce qui a effectivement confirmé le Conseil constitutionnel, ce qui est une pratique assez risquée même de nos institutions. Mais je ne pense pas du tout que la majorité rouvre ce débat. C'est vrai que la droite, finalement, a été prise au piège de cette manœuvre et qu'elle perd dans les grandes largeurs aujourd'hui. Maintenant, comme le disait très bien Jean-Marie Colombani, le débat est loin. Le débat, je parle. Je ne pense pas du tout que ce gouvernement rouvre un processus législatif, mais le débat politique va continuer. Et on voit bien, d'ailleurs, dès les premières réactions, la droite d'un côté qui dit, bon, puisque c'est ça, il faut réviser la Constitution. Et puis l'extrême droite de l'autre. Jordan Bardella qui dénonce, d'ailleurs, étrangement, un coup de force des juges. Oui, voilà. Emmanuel Macron était prêt à réviser la Constitution, mais Éric Ciotti n'est pas venu le jour où... Il allait lui ouvrir la porte à Saint-Denis. Oui, je ne suis pas sûr qu'il était vraiment prêt, Emmanuel Macron. Il était prêt à lui faire croire qu'il était prêt. Mais je ne suis pas sûr, notamment au regard de sa majorité, qui serait jusque-là. Mais en tout cas, effectivement, vous avez raison, le débat est clos. Et puis du côté de l'extrême droite, donc, tout en dénonçant un coup de force des juges, que dit Jordan Bardella, ce qui est une expression assez inquiétante, me semble-t-il, puisque le Conseil constitutionnel fait du droit, eh bien lui, il en appelle à un référendum. Donc on voit bien que de son côté, la droite et l'extrême droite ont déjà trouvé des outils pour essayer de perpétuer le débat. En revanche, l'extrême gauche, alors, Catherine. L'extrême gauche. Oh, la gauche radicale. La gauche radicale, pardon. Oh là 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 là. Non, pas la gauche radicale. Parce que non, mais j'imagine qu'elle voit du qu'il est aujourd'hui. Non, mais je voyais Amnesty International, je ne sais pas si c'est la gauche radicale, se félicite que ces articles aient été censurés. Donc c'est oui, on va dire d'une façon générale la gauche. Oui. Parce que dans la manifestation de dimanche à laquelle je participais, il y avait toute la gauche. Il n'y avait pas la gauche radicale, il y avait des socialistes, des écologistes, des communistes et des France insoumises. Et je pensais pardon. Oui, mais l'opposition, tous les syndicats ont appelé à cette manifestation, les grandes organisations de solidarité, notamment avec les migrants, et puis les partis de gauche présents à l'Assemblée nationale et au-delà d'ailleurs, puisque je ne vais pas vérifier, mais enfin, j'imagine que le NPA aussi s'oppose à cette loi. Enfin, ça, je le sais. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est plutôt saluer cette victoire. Parce que, en fait, ça dit deux choses. Que d'une part, il y avait quand même, comme vient de le rappeler Renaud Dély, c'était quand même des tarabistouilles, puisque Gérard Darmanin l'avait validé au Sénat, puis après, ils l'ont accepté en commission paritaire. Donc, ils ont fait des histoires pour obtenir le rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qu'ils sont partis sur une loi qu'ils savaient anticonstitutionnelle. Est-ce que la gauche, dans sa diversité politique, associative et syndicale, n'a cessé de dire, c'est que cette loi était attentatoire aux traditions françaises et que c'était donc, en ce sens, un problème. C'était pas attentatoire à la Constitution, visiblement. Oui, mais c'est de ça dont je parle. C'est que ça attentait aux traditions qui sont installées dans le droit français, et c'est ça que les juges viennent de dire. Tactiquement, c'est plutôt bien joué, puisque le texte a été adopté in fine. Il est censuré, mais l'essentiel pour le gouvernement reste debout, donc ça pourra être promulgué. Le problème du cas du gouvernement, c'est quand même qu'il sera peut-être désavoué par l'opinion, parce que l'opinion adhérait très puissamment à ce texte. Elle y adhérait dans son principe, y compris dans la régularisation des travailleurs dans les secteurs en tension, qui était en revanche récusé par la droite, mais il adhérait aussi aux mesures les plus contestables ou les plus censurées d'ailleurs. Donc comment rattraper les choses et montrer à l'opinion que ce texte n'est pas inutile, qu'il va vraiment faciliter les expulsions, qu'il va participer à la maîtrise des flux migratoires,
alors que la droite et l'extrême droite vont au contraire expliquer que comme ils sont amputés, comme ils sont désormais amputés des mesures les plus spectaculaires ou celles qui convenaient le mieux à la droite, ça n'est plus un texte utile. Donc c'est ça la bataille qui va se dérouler. Et par ailleurs, on va avoir les prémices de ce à quoi que je vois venir déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire une révision fondamentale de la droite qui va s'aligner sur l'extrême droite face à l'état de droit. On va commencer par nous expliquer que le Conseil constitutionnel, c'est un pouvoir exorbitant, qu'il faut le remettre en cause. Puis après, on va nous dire qu'il faut que les lois nationales soient supérieures aux lois internationales et aux traités. Et on va, chemin faisant, comme ça, changer complètement de planète si les choses continuent de cette façon à droite. Et ça, le débat autour du Conseil constitutionnel, Jean-Marie, on l'a eu déjà à la réforme des retraites. Cette fois-ci, c'était la gauche qui avait critiqué. On l'a eu en 81. On l'a tout le temps. On l'a eu en 81 quand le Conseil constitutionnel a censuré un certain nombre de lois de la nouvelle majorité et que les leaders de la gauche disaient, etc. Mais je pense que là, aujourd'hui, ça va plus loin. Parce que ça n'est pas seulement le Conseil constitutionnel. Je ne suis pas sûr que ce soit la droite, plutôt l'extrême droite, puisque traditionnellement, le Front National et le RN ciel sont vous toujours opposés. On verra. Le ciel vous entend. Sur ce sujet-là, comme sur les sujets régaliens, on voit bien qu'il y a une convergence de fond quand même depuis un petit moment entre la droite et l'extrême droite. Il n'y a plus une feuille de papier à cigarette entre on l'a vu en particulier sur ce texte-là, entre LR et le Rassemblement national. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, tout ça s'inscrit d'ailleurs dans un cadre international où on a une remise en cause comme ça d'un certain nombre de juridictions. Évidemment, ça évoque le trumpisme. Je veux dire que la remise en cause d'un certain nombre et de ce spectre du gouvernement des juges, pour reprendre l'expression consacrée par ceux qui contestent justement une partie de notre état de droit, en tout cas, et notamment les représentants que sont les membres du Conseil constitutionnel, ça c'est un discours qu'on entend y compris au-delà de nos frontières. Ouais. Mais je rejoins quand même Jean-Marie sur un point, c'est que l'opinion soutenait quand même le texte. Et là, le gouvernement aura quand même un problème sur ce dossier-là, parce que l'opinion veut des mesures plus coercitives en matière de régulation de l'immigration. Et là, il y a quand même un problème pour le gouvernement. C'est justement pour ça que l'extrême droite, voire une partie de la droite, vont sûrement jouer l'opinion contre le Conseil constitutionnel, contre le gouvernement des juges, entre guillemets, plus que contre le gouvernement. C'est explique d'ailleurs la première réaction de Jordan Bardella qui dit c'est un coup de force des juges. Et à l'avance, oui. On va dire un mot avant de parler de votre livre, Renaud, donc des agriculteurs qui ont déversé hier devant la préfecture d'Agen donc du fumier et du lisier en flammes, devant des forces de l'ordre qui ont laissé faire, comme si dans le fond, tout à l'heure, vous parliez de tradition française, on était dans la pure tradition française, Catherine. Est-ce que, dans le fond, vous diriez il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que quand ça concerne effectivement les agriculteurs, on les laisse faire parce les Français les aiment, parce qu'ils nourrissent la population. Comment vous expliquez ce deux poids, deux mesures? Et est-ce que dans le fond, est-ce que c'est on doit les laisser faire? C'est à moi que la question. Bah oui. Oui, alors pourquoi pas. Alors pourquoi pas. Moi, évidemment, tout le monde l'a noté. Il y a eu des indications très claires de Darmanin qui ont été envoyées au préfet. Oui, alors que le gouvernement ne cesse de prôner l'autorité et l'ordre. Voilà, absolument. Mais ce que je crois qu'au-delà de cette gestion, je dirais, de la rue, il y a une question qui est très importante. C'est au fond, quelle est la nature de ce mouvement? Et je pense que là, il y a une interprétation, il y a une bataille d'interprétation sur la nature du malaise agricole qui est extrêmement importante et qui se joue en ce moment et dans lequel le gouvernement n'est pas complètement neutre et donc il a aussi envie d'être bien vu par les agriculteurs. C'est-à-dire que est-ce que le fond de l'affaire, c'est les agriculteurs souffrent de paperasserie ou est-ce qu'ils souffrent de revenus beaucoup trop faibles pour pouvoir... voilà. Les deux. Peut-être les deux, mais dans la liste de courses qu'a donnée la FNSEA, est-ce que le gouvernement sera capable d'apporter des réponses sur les enjeux économiques? Et il y a un débat, évidemment, par exemple... la Confédération paysanne qui essaye de rentrer un peu dans le jeu, à mon avis un peu tardivement, mais c'est aussi pour affirmer que les paysans ne sont pas opposés à l'écologie et ne sont pas hostiles au fait de restreindre les entrants, les pesticides, etc., qui abîment la nature. Donc je pense qu'il y a vraiment une question sur quelle est la nature du problème et je crois que tout le monde est en train d'essayer de jouer la carte pour dessiner la sortie, évidemment, de ce mouvement. Alors, et sur quoi on va lâcher. Alors, vous parliez de quoi se dessinent les choses. On voit bien que Marine Le Pen, elle veut récolter, bien sûr, cela. On va écouter ce qu'elle a dit ce matin.
la FNSEA est déjà dépassée. Voilà. Donc on ne peut pas compter sur les syndicats. Et en ce qui me concerne, je suis peut-être un peu dur, mais je pense que ça fait bien longtemps que les agriculteurs ne peuvent plus compter sur leurs syndicats, par ailleurs. Voilà, Bruno ou Jean-Marie critique la FNSEA. On ne peut pas mieux plaider pour le désordre, puisque par définition, notamment en milieu agricole, la FNSEA joue un rôle stabilisateur. C'est presque un secteur co-géré, l'agriculture, entre l'État et le principal syndicat, la FNSEA. Donc, et il était important, du point de vue du gouvernement, mais du point de vue collectif aussi, que la FNSEA soit leader dans ce mouvement, sinon ça peut partir n'importe où et n'importe quand. Avec, vous le disiez tout à l'heure, une vraie tradition française de tolérance, au-delà de la tolérance, de bienveillance vis-à-vis des manifestations des paysans, sauf quelques tragédies, je pense à celle de la viticulture, c'est une bonne quarantaine d'années, mais en dehors de cela, on peut faire même la statistique, les paysans ont droit chaque année à leur quota de sous-préfecture ou de préfecture prise d'assaut ou malmenée, ainsi de suite. Donc il était important que le syndicat, au contraire, ait la main pour qu'on puisse sortir de la crise. Et donc là, le propos de Marine Le Pen, qui renvoie aussi au fait que c'est un des secteurs où le FN est traditionnellement le mieux implanté. Un certain nombre de grandes fortunes agricoles ont de notoriété publique financée depuis sa naissance, depuis le début. Mais en même temps, c'est un secteur où ils sont bien intégrés. Enfin, le FN est vraiment partie prenante, y compris à travers des organisations de la vie de ce secteur. Renaud, vous qui avez suivi longtemps le Front National à l'époque... Électoralement, en tout cas, c'est pas exactement le cas. Globalement, l'électorat paysan est plutôt conservateur et vote plutôt pour la droite traditionnelle, on va dire, plutôt que pour l'extrême droite. C'est plutôt une perte, au regard de la moyenne nationale des résultats du Front National, devenu Rassemblement National. Et là, il parlait des gros exploitants. Absolument. Une sorte de... Pas satellite, c'est désobligeant, a toujours été dans la mouvance RPR. Absolument, ça c'est clair. Et d'ailleurs, nombre d'anciens dirigeants responsables de la FNSEA ont été ensuite ministres de l'Agriculture sous des gouvernements de droite, dominés par le RPR. Avec Marine Le Pen, alors comme le disait très bien Jean-Marie Colombani, on voit très bien qu'il y a évidemment l'appel au désordre, au chaos, mais ça c'est la stratégie classique de l'extrême droite, qui plus il y a de désordre, hors donc des organisations traditionnelles censées encadrer un mouvement, plus ça peut potentiellement lui servir. Il ne faut pas d'ores et déjà, à mon avis, analyser ce mouvement comme étant toujours cette ritournelle qu'on entend. Par avance, Marine Le Pen va tirer les fruits de ce mouvement parce qu'il y a toujours deux choses différentes. Ils sont sur le terrain, ils vont faire 3 images. Jordan Bardella a visité une viticulture. Oui, c'est ça. Oui, ils ne sont pas omniprésents dans les blocages routiers des autoroutes, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours faire attention entre le discours et le programme. Évidemment, c'est classique. Pendant tout le mois de présidentiel, on a entendu Marine Le Pen s'autoproclamer candidate du pouvoir d'achat, par exemple. Et quand on a regardé concrètement ce qu'il y avait dans son programme, il n'y avait rien sur le pouvoir d'achat. Il y avait la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, ce qui était à peu près l'équivalent de 20 centimes de gain de pouvoir d'achat par mois pour les Français qui étaient concernés. C'est la même chose sur l'agriculture. Quand on regarde le programme de l'extrême droite sur l'agriculture, et d'ailleurs les organisations syndicales agricoles le savent très bien et ont déjà fait entendre ce bémol, il y a un vrai rejet total de la PAC et du fonctionnement de la politique agricole commune et même du système européen qui gère l'agriculture. Ce qui n'est pas le cas des organisations agricoles et des paysans eux-mêmes qui savent que s'il faut réformer la PAC, s'il faut la débureaucratiser sans aucun doute, mais qu'en même temps, l'Europe est aussi une protection depuis longtemps, depuis des décennies, pour l'agriculture française. Et donc, quand on regarde le programme du FN, il n'y a rien qui pourrait permettre d'améliorer sur le fond la situation de l'agriculture française. Sauf qu'à mon avis, ce jour, Renaud, dans cette crise qui a lieu 5 mois avant les européennes, quelque chose qui est au niveau européen, puisque cette colère agricole, elle est au niveau européen. C'est, pour faire simple, c'est le Green Deal qui est la cible de tous les partis populistes européens. Et ce qui joue, c'est quand même beaucoup de la question européenne, parce qu'on voit bien que ça pousse partout, que ça fait des mois qu'en Roumanie, en Pologne, des semaines en Allemagne, que ça pousse beaucoup, que finalement, jusqu'à présent, Emmanuel Macron, avec ses gouvernements successifs, avait réussi plutôt à éviter des grandes crises agricoles. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a pas eu beaucoup de crises. Là, il y en a une belle qui est très compliquée pour Gabriel Attal parce qu'il y a à la fois des raisons extrêmement précises, pour faire simple, le gasoil non routier, les normes, mais il y a aussi une question un peu existentielle. C'est une profession qui aujourd'hui est devenue assez... il y a plus beaucoup d'agriculteurs, moins de 400 000. Qui a du mal à se renouveler, surtout. Qui a du mal à se renouveler, qui a du mal même à se faire entendre au-delà donc il faut descendre dans la rue, bloquer les péages. Ça devient plus difficile et du coup, pour Gabriel Attal qui arrive
j'allais dire, la quintessence du citadin dans une crise comme ça, pour commencer, je pense que c'est très compliqué. Mais juste pour fixer les idées. Et ça va durer, à mon avis, peut-être jusqu'au salon, c'est-à-dire un mois de crise. Il ne faudrait pas croire ou laisser croire que les paysans ou les agriculteurs sont délaissés par les pouvoirs publics. Pas du tout. L'enveloppe de l'aide publique à ce secteur, en année pleine, 2022, 20 milliards d'euros. Oui, mais en même temps, c'est les gens qui nourrissent 20 milliards d'euros, dont pays. plus de la moitié viennent de l'Union européenne. Donc il faut voir que c'est un secteur assisté et largement assisté par l'Union européenne. Donc parce que ça nous met à distance de tous les slogans qu'on peut entendre sur c'est la faute de l'Europe. C'est totalement vrai, mais ça leur pèse aussi parfois. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas justement aussi. C'est totalement vrai. Le monde agricole est extrêmement soutenu par un grand nombre de subventions, qu'elles soient européennes ou nationales. Mais parfois, les agriculteurs ont le sentiment qu'on les paye pour ne pas exercer leur métier, en quelque sorte. Oui, et ça participe de ce sentiment de déclassement que vous évoquez. Il y a une notion quasi existentielle dans cette crise qui est très importante. Si les agriculteurs votent plutôt à droite, le monde rural, n'oublions pas, en 2022, c'est 52% pour Marine Le Pen. Globalement, Marine Le Pen progresse dans la ruralité fortement depuis plusieurs années. Catherine, un mot, et après on passe au livre de Renaud, qui nous amènera encore au Rassemblement national. Pour moi, un des enjeux, c'est quand même ce qui est en train de se... Enfin, je redirai ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a la question de la transition alimentaire, écologique, qui se joue dans les campagnes et qui, aujourd'hui, on ne peut pas opposer les agriculteurs et le reste de la population, et que donc il va falloir trouver le chemin pour faire cette transition. Oui. Mais ils ne peuvent pas être les boucs émissaires de la transition écologique. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Eux-mêmes les premières victimes de la crise climatique. Bruno, excuse-moi, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. C'est qu'il faut trouver le chemin pour les accompagner, parce qu'en ça, on ne peut pas se retrouver avec des agriculteurs qui seraient contraints de continuer d'utiliser des pesticides contre les habitants de ces zones rurales. Grandeur nature, la première épreuve qui existe, qui se développe entre, d'une part, les impératifs de la transition écologique et, d'autre part, la vie traditionnelle d'un secteur donné. Ça va se reproduire dans d'autres secteurs et ce seront à chaque fois des affrontements compliqués. C'est tout à fait mon avis. Le Rassemblement national, donc toujours sur le chemin du gouvernement et plus encore, et à venir d'ailleurs. L'assiégé dans la tête de Dominique Vénère, le gourou caché de l'extrême droite, et d'autant plus d'actualité, même si cet homme est mort. C'était un homme sombre, obsédé par l'effacement de la race blanche, bref, un fanatique qui a fini par se suicider devant l'autel de la cathédrale Notre-Dame en 2013. Dans le fond, quel est l'héritage qu'il a laissé au Rassemblement national d'aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage est extrêmement méconnu, mais c'est 60 ans d'engagement effectivement à l'extrême droite, engagement qui a pris diverses formes, il a pu être militaire, terroriste, politique, etc., toujours au service, vous le disiez, de la même vision du monde. Ouais. Et il y a eu des liens, c'est pas quelqu'un qui a fait de la politique en se présentant à des élections, encore que dans les années 60, il avait monté un mouvement, il s'est ensuite retiré dans les années 70 pour écrire beaucoup. Mais ses écrits, ses engagements, et puis un certain nombre de textes qu'il a laissés à la fois sur le fond idéologique de l'extrême droite, pour repenser une extrême droite en quelque sorte totalement justement obnubilée par la question identitaire, par la question de la menace pesant sur l'Occident en quelque sorte. Et on voit bien qu'aujourd'hui c'est le discours de Zemmour, en tout cas. C'est le discours aussi du Rassemblement national. Un peu plus caché, oui. Non, mais caché, bien sûr. Non. Mais là on va au fond des choses. C'est-à-dire qu'on va effectivement dans le discours, c'est-à-dire qu'il y a une convergence, il y a une même vision du monde. Et Dominique Vénère, à différents moments de sa vie, a participé, par exemple, à des campagnes électorales avec Jean-Marie Le Pen. Et puis, il faut rappeler, vous le disiez, il est mort, il s'est suicidé il y a 10 ans. Ouais. Ce qui était un acte, d'ailleurs, qu'il voulait être un acte politique, qu'il le revendiquait comme tel. En fait, un acte de rébellion, d'appel à la révolte, justement, contre ces menaces identitaires pesant, selon lui, sur l'Occident, sur la race blanche, disait-il, etc. Il y a un acte qui a été applaudi par Marine Le Pen. C'était pas la préhistoire, c'était il y a 10 ans. Elle était déjà présidente du Front National à l'époque. Elle avait déjà fait une campagne présidentielle toujours au nom de cette dédiabolisation. Et Marine Le Pen a expliqué publiquement, et donc je raconte ça, elle a salué ce geste éminemment politique avec respect, et elle a salué le fait que Dominique Vénère avait, je la cite, le mérite de vouloir réveiller les Français. Réveiller les Français contre quoi ? Justement contre cette menace visant à éteindre l'Occident, la civilisation occidentale. Et donc, il y a des convergences. Et pour faire ce livre, j'ai replongé à la fois dans ces textes, mais j'ai surtout rencontré beaucoup de gens, de son entourage, de ses soutiens, de ses amis, etc. Je me suis rendu dans un certain nombre de colloques à la gloire de Dominique Vénère. Et vous croisez des cadres du Rassemblement national ou du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour et Marion Maréchal, vous avez raison. Donc on voit qu'il y a
non pas dans les termes, dans la brutalité des termes, bien sûr, ni même dans les outils, mais qu'il y a une convergence de vues idéologiques. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est sur des thématiques sociétales. Et puis sur le pouvoir d'achat, sur ce que disait Macron. Pardon ? Il s'intéresse un petit peu à l'immigration. Non, mais essaie de prendre leur distance avec des théoriciens comme Wener et d'autres. Officiellement, officiellement, bien sûr. Marine Le Pen a hésité jusqu'au bout, par exemple, il y a 10 ans, à se rendre à ses obsèques. Elle n'y est pas allée, elle s'est contentée de ce tweet, effectivement. Elle a envoyé un de ses conseillers de l'époque, qui était Paul-Marie Couteau, se rendre aux obsèques de Dominique Wener et transmettre un message d'amitié, de soutien à la famille. Donc, il y a toujours une distinction, vous avez raison, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça aussi, c'est un enseignement de Dominique Wener. Je disais que c'était à la fois donc, cette obsession identitaire qui en font en quelque sorte un des pionniers de cette théorie qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement. C'est un de ceux qui l'a porté le plus, et on voit qu'elle a continué à essaimer aujourd'hui. Cette théorie, elle est d'ailleurs reprise explicitement par Éric Zemmour, par exemple. Aujourd'hui, on voit que ça pèse sur l'ensemble de l'extrême droite européenne, mais c'est aussi un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui la dédiabolisation. C'est-à-dire que Dominique Wener a publié des textes que je cite abondamment, que connaissent les cadres du Rassemblement national, dans lesquels il appelle, ça on est dans les années 60, dès les années 60, les militants de l'extrême droite, il leur dit attention au lexique que nous utilisons. Il y a une guerre lexicale aussi à utiliser. Il faut évidemment qu'on utilise des mots extrêmement inoffensif et apaisant pour séduire au-delà de notre noyau militant. Et c'est l'inventeur de l'art de la dissimulation qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle la dédiabolisation. Qu'est-ce qui vous a pris de déterrer ce névrosé ? Bien, moi, j'ai commencé ma carrière il y a déjà très très longtemps, il y a 30 ans. Mais on couvrait ensemble. En couvrant le Front National. À l'époque, j'étais journaliste à Libération. Et quand j'allais dans tous les rassemblements, les fêtes bleu, blanc, rouge, etc., c'était à l'époque Jean-Marie Le Pen qui présidait le Front National. Il m'est arrivé de croiser Dominique Wener, mais toujours en retrait, vendant ses livres, etc. Et je voyais à quel point il irriguait autour de lui, c'est-à-dire que c'était un prophète en quelque sorte, dont venaient s'abreuver des cadres, des dirigeants, des militants aussi. Et ses livres étaient toujours extrêmement présents. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a d'ailleurs une librairie qui a pignon sur rue en plein Paris, où c'est une espèce de carrefour des extrêmes droites, et où toutes ces familles de l'extrême droite, aussi diverses soient-elles dans leurs mots, dans leurs façades, dans leurs outils, dans les outils qu'elles utilisent, eh bien, se retrouvent autour d'une même vision du monde. Et c'est vrai que Dominique Wener a laissé un héritage à la fois en termes de méthode, je le disais, c'est-à-dire d'organisation, de méthode, de quels mots utiliser, quelles pratiques avoir pour essayer de séduire plus tard, et puis de projets identitaires qui aujourd'hui, on le voit, même dépassent largement d'ailleurs l'extrême droite française, on le voit à l'échelle européenne. Si on essaie de comparer Dominique Wener par rapport à l'attribution qui vient de mourir, d'un côté c'est l'extrême droite plus proche des milieux traditionnalistes, et Dominique Wener, l'extrême droite plus années 30. Alors, il y a une vraie différence, enfin il y en a de nombreuses, mais Patrick Buisson c'est plus une extrême droite traditionnelle au sens franco-française. Dominique Wener, lui, il pense l'extrême droite à l'échelle européenne. Il s'agit de défendre l'Occident et l'identité européenne. Il y a effectivement, vous avez raison Bruno, la différence sur la religion, la tradition catho-tradi, comme vous disiez, parce que Dominique Wener, lui, il a rompu avec le christianisme, considérant comme toute une frange de l'extrême droite qu'en fait, la décadence, en quelque sorte, a commencé avec le Christ. Pourquoi ? Parce que le christianisme, c'est la religion de l'accueil de l'autre, de l'altérité, de l'accueil du pauvre. Et donc, c'est déjà la religion du pardon. Donc, c'est déjà une forme de décadence. Et lui, il exalte plutôt une extrême droite qui se veut païenne. Une extrême droite aussi qui se veut païenne, voilà, qui exalte un certain nombre de mythes païens, qu'ils soient gréco-romains, vikings ou autres. Donc, c'est une autre, et c'est une dimension européenne. C'est très important, ça. Il dépasse simplement le cadre national. Il veut bâtir effectivement une extrême, donc elle est profondément sur le fond identitaire, voire raciale. Voilà, Catherine, on laisse parler les femmes et après Jean-Marie. Non, juste une question, c'est un intellectuel solitaire ou au contraire c'est une clé de voûte, un point de passage entre tous les mouvements qui cherchaient à repenser, à reformuler la théorie? Alors, il avait un petit côté ermite en quelque sorte, puis il s'est retiré à un moment de l'action politique, de l'action militante, mais pour continuer à écrire, il a beaucoup écrit de livres, il avait créé 2 revues aussi d'histoire qui, jusqu'au début des années 2000, ont continué jusqu'au milieu des années 2000 à fonctionner. Et en même temps, vous avez raison, les différents courants de l'extrême droite venaient s'abreuver en quelque sorte, soit en le rencontrant, soit en le lisant. Et ces livres, alors il y a un livre fondateur, enfin un petit fascicule fondateur qui remonte au début des années 60, mais qui continue d'irriguer l'extrême droite, qui s'appelle Pour une critique positive, dans lequel Dominique Wener pose les fondements de la nouvelle extrême droite européenne, de ses nouvelles méthodes, de son nouveau discours. Il l'invite à rompre avec justement la nostalgie simplement de Vichy ou de l'Empire colonial. Et effectivement, le Grèce. J'ai par exemple vu un ancien
député européen du Front National, puis qui avait suivi Bruno Maigret, qui est un très proche de Dominique Vénère, c'est Jean-Yves Le Gallou, qui a lui beaucoup irrigué tout ça. Il y a aussi Alain de Benoît, que j'ai rencontré évidemment pour faire ce livre, qui a été un compagnon de route de Dominique Vénère pendant des décennies, et plein d'autres. Jean-Marie, qu'est-ce que vous inspire ce personnage? C'est qu'à l'origine de son parcours, il y a l'OAS. Et donc il y a la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, c'est vraiment une matrice, encore aujourd'hui, qui explique une bonne part de l'audience. Une bonne part de l'audience du RN et qui nous amène directement à Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour est quelqu'un qui est totalement dans la vengeance de la guerre d'Algérie, qui veut prendre sa revanche, la revanche de ceux qui ont été amenés à quitter l'Algérie, et il veut leur rendre l'appareil. Et c'est exactement le même type de parcours que ce Dominique Vénère. Merci. Donc, je vais reciter votre livre à la fin de l'émission, mais on attend Véronique Reissou pour la politique sur les réseaux. C'est bon ? Pardon, c'était très intéressant, mais on va essayer de faire intéressant. Si, c'était très intéressant, mais je vous renvoie au livre qui est remarquablement écrit. Voilà. Alors, on a l'impression que c'est un roman, mais c'est écrit comme un roman, et c'est une enquête extrêmement fouillée que je recommande. Mon micro, voilà, il est là, mon micro. Véronique, ma chère Véro. Donc, les agriculteurs... oui, je suis obligée de vous parler des agriculteurs, oui. Donc sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que c'était un sujet de conversation qui était plus qu'important. C'était même un des sujets qui enregistrait des très gros volumes. Je vais vous montrer juste sur X les volumes qu'il y a eu là depuis quelques jours. On avait des volumes assez impressionnants avec plus de 1 million de tweets, énormément de retweets. Mais en fait, c'était trop. Et quand on a l'habitude de faire ce genre de choses juste sur un réseau social, on s'est dit c'est un peu bizarre. Et en fait, c'était trop parce qu'il y a une action d'astroturfing. Alors je me dis, voilà, je me suis dit, j'allais vous redonner la définition. Parce que on va perdre Jean-Marie. Voilà. Alors l'astroturfing, c'est une technique de manipulation qui a pour objectif de donner l'impression qu'il y a un mouvement de foule sur les réseaux sociaux, beaucoup d'expressions. Mais en fait, c'est une manipulation, c'est créé pour influencer l'opinion publique et donner ce sentiment que voilà, vous simulez une activité. Et donc là, c'était le cas. Et comment vous faites ? Vous activez des comptes automatisés, des bots, bref, ce ne sont pas des vrais gens. Et vous prenez des hashtags, donc les fameux ça, vous connaissez. Là, c'était le hashtag agriculteur en colère, et donc ça donne du volume, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses, et en fait, ce n'était pas le cas. Alors, je vous ai fait une magnifique cartographie. Alors, quand vous allez la regarder, vous allez dire c'est quoi? Voilà. Alors là, c'est très pratique. J'allais vous faire Annie Pujol, mais non, ça marche pas. Rien du tout, Véronique. Voilà. Non. Est-ce qu'on pourrait la mettre là? Voilà. Je vous explique. Tout ça, les complotistes, les zémouristes, tout ça, ça a été énormément nourri avec des faux comptes. Donc en fait, ça fait du volume, mais c'est une réalité qui n'existe pas vraiment. Il y a aussi des comptes pro-russes. Il y a, il y a un peu de tout. Ensuite, la France insoumise a été un tout petit peu gangrénée par défaut, mais pas tant que ça. Ici, les médias et les agriculteurs, ce sont des vrais comptes. Et le Rassemblement national est très proche quand on fait une cartographie des médias et des agriculteurs. Et c'est intéressant parce qu'eux, ils n'ont pas du tout été touchés. Ils ont bénéficié de ces comptes, mais ça ne vient pas d'eux. Les faux comptes, ils sont restés par là. Et donc, c'était intéressant de voir que le Rassemblement national, naturellement, s'est rapproché des médias et des agriculteurs. Donc, la récupération sur le terrain et après sur les réseaux sociaux a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, je suis dans l'ombre, je sors de l'ombre. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ça. C'est toujours intéressant de se dire que ce type d'approche, voilà, c'est fait pour déstabiliser et ça fonctionne et ça crée des fausses activités. Alors après, je vais regarder que sur X, puisque c'est là où il y a eu le plus d'astroturfing. Et donc, quand on regarde sur tous les réseaux sociaux et qu'on enlève les bots, ce qui était un petit travail, voilà, il nous reste quand même 1 million de messages sur quelques jours. Et en gros, que disaient les gens? Mais ils ont beaucoup parlé de l'agricultrice, qui n'était pas d'ailleurs dans les bots. Le décès de cette jeune agricultrice qui a suscité, et de sa fille, beaucoup d'émotions, beaucoup de colère. Mais beaucoup d'émotions, donc ça explique pourquoi on en parle autant. Et globalement, le point commun sur toutes les recommandations, c'est les normes et les normes et les normes. Un peu Ukraine aussi qui remonte, beaucoup de colère. L'agriculteur ukrainien va prendre la place du plombier polonais. Oui, c'est ça. Par rapport aux élections européennes, on est parti pour ça. C'était beaucoup ça, sachant que c'est toute la difficulté de l'astroturfing, c'est qu'en fait, comme il y avait beaucoup de pro-russes, ils poussaient des sujets sur l'Ukraine. Et là, j'ai nettoyé
J'ai nettoyé les bottes, mais pour autant, ils ont quand même imprimé quelques trucs. Donc voilà. Donc on ne peut pas prendre à la légère ces actions-là. Après, sur les emojis, qui est toujours plus révélateur parce que les bots ne les utilisent pas. Enfin, plus difficilement. Et là, on voit que c'est quasiment que du positif ou plutôt de l'illustratif du combat. Le point levé, les flammes, l'urgence, enfin voilà, pour dire on y va, mais il n'y a pas de négatif en soi. Alors tout à l'heure, on parlait de la bonne opinion des Français vis-à-vis des agriculteurs. Donc là, c'est confirmé dans votre sondage pour le Figaro avec Odoxa. Oui, alors tous les sondages l'ont prouvé, mais là, c'était étonnant. On a 93% de la population française qui dit aimer les agriculteurs. Ça fait plus 11 points en 9 ans quand même. Parce que je vous ai ressorti une courbe pour que vous voyez la progression. En 2015, 82%. Aujourd'hui, on a 93%. J'ai été regarder aussi cette opinion sur les proximités partisanes. Plus on les aime, quoi. Bon, au moins, ils sont nombreux, plus on les aime. C'est 390 000 aujourd'hui. C'est plutôt ça. 25% en moins depuis 2010. Les journalistes, c'est pareil, vous êtes de moins en moins nombreux, on vous aime de plus en plus. Non, on nous aime de moins en moins, je crois. Non, c'est moche, j'aurais pas dû faire ça. Non, oui, c'est pas tout à fait la même courbe. C'est pas la même courbe. Bon, et en tout cas, j'ai regardé les proximités partisanes et c'était intéressant de voir, donc de toute façon, 93%, tout le monde les aime, mais c'était intéressant de voir que les écolos en particulier, donc un peu moins aimés à gauche, enfin c'est relatif, mais les écolos, on a 93%. Des écologistes qui disent qu'ils aiment les agriculteurs. Oui, et c'était intéressant parce que cette opposition qu'on essaye d'avoir, non, c'est plus un lien qu'une opposition. En tout cas, il n'y a pas de rejet en soi. On peut les croire, 93%? Il faudrait, oui, on pourrait faire le même sondage auprès des agriculteurs sur les écologistes. Oui, ça serait une autre histoire. Mais bon, là, c'était... Et puis l'autre point, c'est pas parce que vous aimez un métier ou une corporation que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a un mouvement qui bloque tout. Bien, aujourd'hui, c'est toujours pareil. Les mouvements, plus on attend, plus c'est compliqué. Mais 89% des Français disent oui, je soutiens ce mouvement, ils ont raison, il faut y aller. Donc c'est encore très fort. Et là aussi, quand on regarde les répartitions partisanes, globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce mouvement est légitime. Alors après, il y a un point négatif qui va avoir une incidence, vous l'avez évoqué lors de votre débat, mais... bien, le rôle de la politique agricole de l'Union européenne est le point négatif, avec 78% des Français qui pensent que c'est un rôle plutôt négatif. Forte méconnaissance de la réalité de ce que c'est, mais c'est comme ça. Ouais, et ça, parce que c'est 40 ans de politique française qui matraque Bruxelles. Ça veut dire que l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui n'existerait plus si elle n'avait pas, je veux dire, s'il n'y avait pas la politique agricole. Je ne suis pas sondée, je vous dis la façon dont les Français et d'autre part, on pense que c'est une compétence strictement européenne. Ça ne l'est plus. Depuis le traité de Lisbonne, je crois, c'est une compétence partagée. Pourquoi? Au nom du fait que la France voulait reprendre une partie de ses billes. Ça a été fait. Donc aujourd'hui, si on met en cause l'Union européenne, il faut aussi mettre en cause les gouvernements français. On est d'accord. Ceci dit... Il y a d'ailleurs un peu de schizophrénie chez Emmanuel Macron qui critique les normes à Paris et pousse ses députés à voter le Green Deal à Bruxelles. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on pouvait lire dans les messages, parce que ça, c'est un sondage. On a posé une question et les gens répondent. Et après, l'intérêt de l'expression sur les réseaux, c'est qu'on va voir ce que disent les gens. Eh bien, on voit que globalement, ça va avoir de fortes incidences sur les élections, cette histoire. Et il y a des tas de gens qui sont en train de se dire, bon, je ne pensais pas voter, mais je vais aller voter. Et ce n'est pas forcément pour le parti présidentiel. À mon avis, ils ont envie de se mobiliser. Et il y a aussi beaucoup de points. Alors après, on en est loin, mais je voyais sur les forums écolos, il y a moins de gens qui soutiennent. Voilà, on voit qu'ils se posent des tas de questions. Ça peut faire une victime du côté de la liste Renaissance, mais la liste écologiste peut aussi avoir de grandes difficultés. Dans Moi, je voyais beaucoup de choses autour de Glucksmann. Oui, ça peut permettre aussi de remettre le sujet de l'écologie. C'est-à-dire ce que disait tout à l'heure Jean-Marie, c'est-à-dire comment on fait la transition sans mettre capoute des catégories sociales de façon massive. Donc là, c'est quand même l'enjeu. Voilà. Vous avez fini ? Ben oui, vous m'aviez dit de tenir compte. Merci beaucoup, ma chère Véronique. Donc merci, lisez Slate, lisez Regard, La Tribune Dimanche et L'Assiégé de Renaud Dely dans la tête de Dominique Werner, le gourou, on voit à l'écran, le gourou caché de l'extrême droite, aux éditions Jean-Claude Lattès. Je vous le recommande. C'est vrai que ça fout les jetons, mais c'est bien. Mais le livre est plus sympathique que le type en photo. Ouais, avec un fusil, là, c'est un canon long, hein, c'est ça? Voilà, merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. Merci à vous.